la raison numéro 6, c'est qu'il faut protéger la santé publique et l'environnement. Je rappelais tout à l'heure, au moment où je parlais de l'agriculture, que les traités européens favorisent une agriculture hyper productiviste. Donc, de plus en plus de pesticides dans la consommation. On en trouve constamment. Et donc, on voit de plus en plus se développer des scandales sur les pesticides. Les traités européens imposant une agriculture hyper productiviste obligent les agriculteurs, du moins dans certaines zones, à utiliser de plus en plus d'engrais et de pesticides. On voit apparaître de la tératologie, c'est-à-dire des naissances avec des gens qui ont des problèmes, des malformations. Vous savez que la qualité du sperme des hommes occidentaux est en chute libre, la capacité de se reproduire de la population est en chute libre, on incrimine de plus en plus d'ailleurs les pesticides, etc. Eh bien, aucune réflexion n'est autorisée sur le sujet. Vous avez monsieur José Bové qui fait des grandes proclamations, mais il a créé un blog qui s'appelle Un paysan pour l'Europe. Monsieur José Bové, qui est paysan comme je suis moine tibétain d'ailleurs, vous savez, il s'appelle Joseph Bové, ses parents étaient des chercheurs, il a passé son enfance en Californie, enfin parfaitement l'américain. Donc simplement, c'est au moment de l'affaire du Larzac, sans doute une agence de com lui a dit de se faire le look d'Astérix. Bon. Mais monsieur José Bové, en tout cas, il est maintenant vice-président de la commission au Parlement européen, la commission d'agriculture. Ça rapporte beaucoup d'argent, hein, c'est sûr. Pas mal. C'est pas mal. Donc, et monsieur Bové, alors je l'ai entendu souvent gueuler contre les pesticides, ça c'est une chose, mais faire le rapprochement entre ça et l'agriculture des traités européens, c'est une autre chose. Quant à expliquer, comme je le disais au début de cette conférence, que la probabilité d'avoir une Europe écologiste, c'est à peu près 1,2 secondes par trillion d'années, ça, vous ne l'entendrez jamais. Au contraire, il va passer sa vie à vous expliquer que si vous votez pour lui, vous aurez une Europe écologiste, comme si le fait d'élire un député écolo de plus au Parlement européen allait changer quoi que ce soit au vote des Britanniques, des Slovaques, des Chypriotes et autres. Bon. Alors, l'Union européenne oblige les États à introduire les OGM. Vous le savez, suite notamment au lobbying de Monsanto et de BASF. Je vous ai expliqué au début de cette conférence qu'il n'y a pas de peuple européen et qu'il n'y a pas de changement politique possible puisqu'on est en situation de cohabitation permanente. Donc, nous sommes dans un truc où il n'y a aucun citoyen. Les citoyens d'Europe, ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. Le peuple européen, on peut le dire, mais ça n'existe pas. Bon. Donc, en plus de ça, ça n'intéresse personne. Personne n'y va. Et donc, la Commission européenne est peuplée de lobbyistes. C'est-à-dire, gens, c'est très emmerdant hein, d'aller à Bruxelles. Mais si vous êtes payé pour ça, vous y allez. Si c'est votre job. Si vous êtes employé par Monsanto, vous allez voir le chef du bureau Tartemuche à la Commission, hein, au Berlaymont, comme on dit à Bruxelles, et puis vous allez lui apporter des dossiers en disant, voilà, là, on vous a proposé, c'est un projet de directive, c'est génial, c'est formidable, regardez tous les avantages. Tout le monde fait ça, hein. Le lobby des ascensoristes, le lobby des gens... Vous savez qu'en permanence, si vous avez un appartement dans un immeuble, vous savez que maintenant tombent comme à Gravelotte des nouvelles réglementations constamment. Alors il faut réparer tous les ascenseurs, et puis après ça il faut mettre sur les toits, sur les terrasses, il faut mettre des garde-fous. Et puis après ça il faut, il y a toujours un nouveau truc qui vient de sortir. Et tout ça c'est le fruit des lobbyistes qui sont à Bruxelles. C'est formidable. Vous allez voir des lobbyistes à Bruxelles, vous allez voir un chef de bureau, un burlingue au fond, qui doit être, je sais pas moi, laiton avec sa secrétaire étant espagnol, et puis le chauffeur étant français, ou je sais pas quoi, et ces gens-là sont payés d'ailleurs très grassement, et puis vous leur donnez clé en main, vous allez voir en disant, écoutez, il y a un problème de fond dans la société française, c'est le problème des ascenseurs. Donc il faut absolument réformer tous les ascenseurs de France pour qu'ils soient à des nouvelles normes. Et d'ailleurs, tiens, en fait, on a pensé à vous. Si ça vous intéresse, on fait un séminaire sur le problème des ascenseurs dans le monde occidental. Ça se passe aux Maldives. Vous pouvez venir avec votre épouse. C'est pendant 15 jours au moment de Noël et du jour de l'an. Ça vous intéresse? C'est comme ça que ça se passe. Puis, enfin, j'exagère. Je fais... Enfin, dans son essence, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, on a après ça des directives qui sont pondues. Alors, évidemment, c'est assez fascinant d'aller... Vous allez faire votre lobbying, et puis après ça, vous avez un marché de 450 millions de consommateurs qui doit changer ses ascenseurs, ou qui doit... n'importe quoi. Demain, on pourra... C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il y a eu l'affaire, vous savez, des trucs qu'il faut souffler dans les ballons, là,
toutes les voitures doivent avoir ça, et puis il faut avoir le gilet jaune, et puis demain on va vous dire, je sais pas quoi, moi, qu'il faut mettre, je sais pas, un producteur de cacahuètes va trouver va dire, il faut mettre un ruban de cacahuètes sur le bord du toit de votre voiture, ça sera obligatoire, etc. Vous multipliez par X dizaines de millions de véhicules, vous multipliez votre chiffre d'affaires, enfin voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bon. Alors c'est ce qu'ont fait Monsanto et BASF, par exemple, qui sont constamment dans les lobbies de Bruxelles pour vendre, pour promouvoir la maïs génétiquement modifié. En France, il y a en gros 80%, d'après les sondages, de Français qui sont contre les OGM. Donc si la France était un pays souverain et indépendant, il n'y aurait pas d'OGM. Tout simplement parce que les députés ici se feraient malmener aux élections et ils n'auraient pas d'intérêt à cela. D'autant plus que si, comme nous le proposons dans notre programme, on interdit, nous, les activités de lobbying, parce que maintenant ça se développe en France, vous avez des lobbyistes qui sont dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Le lobbying, je suis désolé, c'est une activité qui est une activité dont le nom américain est lobbying, mais dont le nom français traditionnel était tout à fait d'autre chose, c'était trafic d'influence. Ce sont des cabinets de trafic d'influence qui viennent derrière la démocratie pour imposer, parce que tel ou tel lobby, tel ou tel grand groupe a de l'argent, pour aller imposer à des élus de voter non pas comme le veulent le peuple, mais comme le veulent ceux qui ont de l'argent et qui peuvent se payer ces lobbyistes. Ça s'appelle du trafic d'influence. Point. Donc nous sommes contre le trafic d'influence. Mais ceux qui sont pour l'Europe, à commencer par M. Beauvais, Mme Joly, Mme Duflot et je ne sais pas qui, eh bien, eux, ils sont en faveur d'un système qui est la porte ouverte au lobby. Il y a d'ailleurs un site internet qui s'appelle le lobbyisme en Europe. Je vous le recommande. Il y a des milliers, des dizaines de milliers d'instituts de lobbying qui sont d'ailleurs accrédités à Bruxelles pour nous vendre ça. Évidemment, depuis que M. Beauvais est élu, il ne se passe rien, si ce n'est qu'on a de plus en plus d'ailleurs d'OGM qui sont transcrits en droit français. La Commission européenne, comme vous le savez, a décidé de réintroduire les farines animales qui étaient pourtant responsables de la maladie de la vache folle. Donc ce sont ces produits délicats, ces mets raffinés qui sont constitués de carcasses, de charognes, de viande et d'os ou de plumes de mammifères qui seront donnés à manger aux porcs, aux volailles et aux poissons. C'était pourtant ce qui était responsable de l'ESB, l'encéphalopathie spongiforme bovine. Eh bien, ça a été proposé par la Commission et le Parlement européen a approuvé la réintroduction des farines animales. Pour la petite histoire, il est intéressant de savoir que sur l'ensemble des députés français au Parlement européen, une très grande majorité des députés français ont voté non à cette réintroduction des farines animales. Il n'y en a que 8 qui ont voté oui, dont d'ailleurs M. Mélenchon. Et puis M. Jackie Hénin et M. Le Yarrick, c'est-à-dire 3 des 8 qui ont voté oui à la réintroduction des farines animales, ce sont les 3 des 5 députés du Front de gauche au Parlement européen. Paraît-il qu'il ne faut pas le lire, M. Mélenchon s'est fâché tout rouge en disant « Oui, on s'est trompé !» Alors, il veut être président de la République. Alors s'il appuie sur le bouton nucléaire, il va dire « ça va, je me suis trompé !» Ça suffit, arrêtez de me... Non, de qui se moque-t-on ? Être responsable, c'est quand on est député, on fait un vote ou on le fait pas. Bon. Donc il paraît qu'après ça, après coup, il est revenu, moi, en fait, on s'est trompé. Non. Bon, enfin, ça, c'est la petite histoire. Simplement pour dire que ce sont les institutions européennes qui réintroduisent, c'est pas de la nourriture, c'est immonde. Ce sont des déchets de carcasses, parfois des charognes trouvées dans les champs. Alors ils nous expliquent, mais oui, mais maintenant ça va être passé à 180 degrés pendant X minutes. Ce qui s'était passé, c'est qu'en Angleterre, il y avait une société qui avait, pour faire des économies, effectivement, au lieu de monter ça à 180 degrés, ils avaient monté ça seulement à 80 degrés. Ça n'avait pas tué tous les prions. Très bien, prions, c'est le cas de le dire. Prions que ça ne va pas recommencer, qu'un autre fabricant de ces farines animales ne va pas avoir la bonne idée de faire passer le chauffage de 180 degrés à 45 degrés. En attendant, donc, c'est comme ça que nous sommes en train de réintroduire ces farines animales avec, évidemment, les conséquences sanitaires colossales qu'il y a eu derrière. Vous connaissez peut-être cette affaire qui était quand même assez extraordinaire, qui a été révélée par le Canard enchaîné de mai 2007,
Le groupe Cepol, le 21 avril 2007, numéro 1 français de la transformation des oléagineux, le propriétaire des huiles Le Sieur, et qui a qui avait acheté des lots d'huile en Ukraine. Et puis ils ont fait des tests quand même pour voir quels étaient les produits qu'on leur livrait, c'était quand même naturel, et ils ont découvert que dans l'huile qu'ils avaient achetée, ils avaient acheté un lot donc de huile en Ukraine sur les 2800 tonnes d'huile livrées en France qui étaient d'huile végétale pour faire de la friture, notamment des frites McDonald's. Eh bien, ils ont découvert qu'elles avaient été coupées de 19 tonnes d'huile de moteur. L'huile de moteur, c'est un hydrocarbure, vous savez, c'est à peu près comme si on vous mettait du kérosène ou du fioul lourd, en gros. Hein, voilà. Et donc, c'est évidemment absolument impossible pour la consommation humaine. Donc, ils ont saisi la répression des fraudes en France, qui a mené son enquête et qui a découvert qu'il s'agissait en fait d'un lot de 40 000 tonnes qui avaient été vendues à l'Union européenne, à d'autres pays, notamment à la France, donc à Cepol en France, mais aussi aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne. Et on a donc découvert que sur les 40 000 tonnes, eh bien, il y avait en fait 280 tonnes d'huile de moteur qui avaient été introduites en catimini. En gros, ils avaient fait, vous savez, dans les garages du côté de Kiev, ils avaient dû racler comment dirais-je, voilà, les carters d'automobile. Vous savez, quand on fait la vidange de l'huile, ils avaient raclé ça pour mettre ça dans de l'huile végétale en envoyant ça aux consommateurs. Non, mais c'est dément. C'est évidemment de la haute criminalité, quand même. Enfin, les pays de l'Est sont quand même, bon. C'est de la haute criminalité dont il s'agit. Eh bien, ce qui s'est passé, si je vous raconte cette histoire-là, c'est que la Commission européenne, par sa décision du 5 mai 2007, a décidé d'autoriser l'huile de moteur à hauteur de 10%. C'est pas moi qui le dis. On a ici, par exemple, les articles afférents. Pourquoi? Parce que ce qui a prévalu, c'est toujours le même système, c'est-à-dire la libre circulation dans le marché intérieur. On remet pas en question. Comprenez, ça risquait de créer des problèmes aux actionnaires de Cepol ou de je sais pas quoi. Et donc, de façon exceptionnelle, la Commission européenne a autorisé l'huile de moteur à hauteur de 10%, donc dans les mayonnaises, les plats cuisinés, la vinaigrette industrielle, etc. On se moque de qui? Si nous avions été là, comme tout à l'heure, sur l'affaire des OGM, en France, ce truc était interdit. Il y avait le service de répression des fraudes. Donc, normalement, en France, le lot était condamné et on pourchassait les gens. Voilà. En fait, de plus en plus, et comme vous allez le voir, et comme je l'écris, nous sommes en fait aux mains d'une mafia. Les Européens, c'est un gang international. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Il n'y a plus aucun souci de quelque façon que ce soit en agriculture, en industrie, sur les questions, on va le voir en une question militaire, les questions de paix, les questions de consommation, de santé. La seule chose qui prime, c'est partout et toujours la loi du fric et l'omerta générale, on se protège. Voilà. Alors l'Union européenne a refusé d'introduire et même d'étiqueter la consommation de viande clonée. C'était des députés allemands qui avaient demandé que l'on puisse préciser aux gens, parce que vous savez que maintenant, vous savez ou vous ne savez pas que désormais, les cochons sont de plus en plus clonés, hein, c'est-à-dire ils ne passent pas par la case fécondation, enfin c'est une fécondation, je sais même pas si c'est une fécondation in vitro, non, c'est du clonage. Et donc certains députés allemands disaient, ça serait sympa quand on achète une tranche de jambon de savoir si c'est un vrai ou si c'est un cloné. Bon, eh bien la Commission européenne a donc répondu qu'elle était hostile, elle a interdit la proposition d'interdiction de la consommation de viande clonée, puisque certains voulaient interdire ce type de viande, mais elle a interdit également l'information des consommateurs. C'est-à-dire il est interdit, c'est comme tout à l'heure, elle assure, de même qu'elle assure l'absence de contrôle aux frontières, elle assure l'absence d'information des consommateurs pour savoir si vous mangez un porc cloné. Alors, par ailleurs, on a eu l'affaire de la grippe porcine.
Vous savez, c'est ces histoires de grippe qui reviennent régulièrement. D'ailleurs, je l'avais annoncé, ceux qui me suivent depuis un certain temps pourront constater que là encore, ce que j'avais dit se révèle exact, puisque je faisais remarquer qu'il y a une espèce de rythme triennal. Rythme triennal, puisque on a, dans la saison 2005-2006, on a d'un seul coup d'un seul expliqué aux populations du monde entier qu'il y avait un risque terrible qui était en train de se répandre, qui était le risque de la grippe aviaire. Alors vous aviez des informations qui arrivaient de la banlieue de Mexico. On vous apprenait qu'il y avait eu 52 personnes, 3, qui étaient mortes de la grippe aviaire. Après ça, c'était dans un chenil avec des dindons en Indonésie où il y avait eu 17 morts. Alors tout ça circulait à toute allure. Personne ne pouvait vérifier d'ailleurs l'authenticité de ces informations. On sait maintenant après coup que c'était faux, puisque tout ça a été coordonné par Hill & Knowlton, qui est une des grandes entreprises de désinformation mondiale, avec Burston Marsteller. Ce sont les deux grandes entreprises spécialisées dans la désinformation et la circulation de fausses nouvelles, qui appartiennent à un groupe américain qui s'appelle WPP, qui possède également l'entreprise de publicité Ogilvy & Mather, qui avait été chargée de lancer médiatiquement Madame Ségolène Royal en 2006, à partir de 2006, dans le but de faire élire M. Sarkozy. Mais ça, c'est une autre histoire. Et bien donc, à partir de 2005, on a eu d'un seul coup la grippe aviaire. Et d'un seul coup, on a dit, il y a un remède, un seul remède, c'est le Tamiflu. Le Tamiflu fabriqué par les laboratoires Roche. On a appris ensuite que le brevet du Tamiflu était fait par un petit laboratoire pharmaceutique américain qui s'appelle Gilead Sciences, qui ne possède que 10 brevets, c'est un tout petit labo, mais il se trouve que parmi ses actionnaires, eh bien, figure monsieur Donald Rumsfeld, qui était à l'époque au gouvernement américain, ancien ministre de la Défense. Donc c'est vraiment du grand banditisme, ce dont on parle. Donc, une grande campagne d'information mondiale avait été lancée pour paniquer les populations et pour acheter du Tamiflu. Et le Tamiflu, donc en France, a été relayé par l'Union européenne sur la grippe aviaire. Donc ça a duré, la France à l'époque a acheté des quantités de doses de Tamiflu. C'est monsieur Dominique de Villepin qui, Premier ministre, a fait acheter pour je sais plus combien, 30 millions de doses de Tamiflu. Ça a coûté je sais plus combien, quelque chose comme 1 milliard d'euros à la collectivité nationale. Ça n'a servi à rien puisqu'il n'y avait pas du tout d'épidémie. Et donc ça, en tout cas, ça s'est allé dans les caisses du laboratoire Roche, laboratoire pharmaceutique, dont on dit d'ailleurs, vous savez, qu'il joue un certain rôle dans l'enrichissement de M. Cahuzac. Bon, en attendant, ce laboratoire Roche a dû lui-même financer certainement le Gilead Sciences. Le problème, c'est que ce Tamiflu, la durée de vie des doses, c'est environ 1 an et demi. Donc la France a acheté ça, mais tous les pays d'Europe, sur instruction de l'Union européenne. Et puis, après ça, évidemment, on achète ça en 2006, et puis au bout de 2 ans, le truc est périmé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut relancer la machine. Donc, vous aviez aimé la grippe aviaire de 2005 et 2006, vous allez adorer la grippe porcine de 2009-2010. Et donc, rebolote, en septembre 2009, la Commission européenne a incité les États à acheter en commun des vaccins contre le virus H1N1. Voilà comment ça s'est passé. Et quand j'expliquais ça, voici 2 ans, je disais, vous verrez, en 2013, on va avoir l'encéphalite des dindons. C'est pas l'encéphalite des dindons, mais vous avez vu que la presse bruisse en ce moment d'une nouvelle grippe aviaire ou porcine. Alors paraît-il qu'il y a eu 20 morts, 25 morts en Chine. Personne n'est allé vérifier ça, mais on nous ressort le H1N1. Ben oui, tous les 3 ans. C'est un marronnier, comme on dit dans le métier. C'est-à-dire que tous les 3 ans, on va nous expliquer qu'il faut acheter du Tamiflu. Alors je signale à ce propos que la santé publique relève de l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la protection des consommateurs, l'article 169. Alors on vous fait un truc style Constitution Staline de 1936, un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union. Ça, c'est le genre de truc pipeau. Vous voyez comment, au concret, tous les cas que je viens de vous montrer, c'est faux. Ce qui est beaucoup plus important, c'est dans l'article 169, qui précise que tout ce qui concerne la protection des consommateurs s'exerce dans le cadre de la réalisation du marché intérieur. La réalisation du marché intérieur, c'est un mot codé dans la novlangue des européistes de cette organisation mafieuse internationale. Ça veut dire le business.
C'est-à-dire que toute mesure qui permettrait, qui empêcherait de faire du business et de dégager le maximum de fric à l'intérieur de l'Union ou à l'extérieur doit être bannie. Donc à chaque fois que vous avez ça, ça veut dire tout ce qui précède est évidemment sous réserve que ça ne nuise pas aux affaires. La raison numéro 6 de sortir de l'Europe, c'est que si nous voulons protéger notre santé, notre environnement, alors il faut que la France dénonce juridiquement de nombreux articles des traités européens, notamment les articles 168 et 169 du TFUE.